Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les membres du jury d'avoir accepté de lire et d'évaluer mon travail de thèse. Merci également à tous aujourd'hui d'être présents pour découvrir mes travaux de recherche qui portent sur la contribution de la vision centrale et de la vision périphérique lors de la catégorisation de scènes. Donc, ce travail a été encadré par Carole Perrin au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition. Je vais commencer cette présentation par situer le contexte théorique de mes travaux de recherche afin d'en montrer la contribution empirique dans la partie qui suivra. Donc, le système visuel traite l'information en termes de fréquence spatiale. Il y a la voie magnocellulaire qui apporte très rapidement jusqu'au système visuel les basses fréquences spatiales qui transportent la structure globale de la scène. Ensuite, la voie parvocellulaire va acheminer plus lentement une information plus détaillée de la scène qui transporte ce qu'on appelle les hautes fréquences spatiales. Cette précédence temporelle du traitement des basses fréquences spatiales par la voie magnocellulaire a amené l'hypothèse d'un traitement coarse to fine, c'est-à-dire que le traitement rapide de l'information en basse fréquence spatiale va nous permettre d'accéder très rapidement à la catégorie de la scène, bien que cette première catégorisation soit approximative, et on va pouvoir affiner cette première catégorisation grâce à l'arrivée plus lente des hautes fréquences spatiales. Cette analyse coarse to fine suggère une propagation uniquement ascendante dans le cerveau des fréquences spatiales. Il y a les basses fréquences spatiales, puis les hautes fréquences spatiales. Toutefois, des travaux menés sur le singe, par exemple ceux de Bullier, ont montré de nombreuses connexions descendantes du magnocellulaire sur le parvocellulaire, ce qui nous laisse penser à un retour des basses fréquences spatiales sur les hautes fréquences spatiales. Ces connexions descendantes ont alors amené plusieurs auteurs à proposer des modèles neurobiologiques, neurocognitifs de la reconnaissance visuelle qui intègrent un mécanisme proactif. Donc plus précisément, dans ces modèles, les basses fréquences spatiales seraient rapidement utilisées pour générer des prédictions dans des régions de haut niveau, comme le cortex orbitofrontal. Les hautes fréquences spatiales seraient, elles, amenées plus lentement jusqu'au cortex occipito-temporal. Donc jusqu'ici, c'est similaire à l'analyse coarse to fine que je vous ai présentée. Et à la différence, dans ces modèles, ces prédictions qui sont issues des basses fréquences spatiales seraient ensuite renvoyées jusqu'au cortex occipito-temporal pour guider le traitement des informations détaillées. Afin de mettre en évidence cette influence des basses fréquences spatiales sur les hautes fréquences spatiales, des études menées au LPNC par Kaufman et collaborateurs ont utilisé un paradigme qui permet de tester l'interférence sémantique des basses fréquences spatiales sur les hautes fréquences spatiales. Dans ce paradigme, on utilise des images hybrides, comme ceci. Donc, une image hybride, c'est une scène en basse fréquence spatiale qui est superposée à une scène en haute fréquence spatiale. Ces deux scènes peuvent soit appartenir à la même catégorie sémantique, par exemple deux scènes de nature ou deux scènes de ville, soit à une catégorie sémantique différente, par exemple une scène de nature superposée à une scène de ville. Et on demande aux participants ici de focaliser leur attention sur la scène en haute fréquence spatiale et d'ignorer la scène en basse fréquence spatiale. Le résultat principal est que même si on demande aux participants d'ignorer la scène en basse fréquence spatiale, elle va quand même interférer sur la scène en haute fréquence spatiale. Si bien qu'on va observer plus d'erreurs et des temps de réponse plus longs pour catégoriser la scène en haute fréquence spatiale lorsqu'elle est sémantiquement incongruente. Ces études, elles suggèrent vraiment que le contenu sémantique en basse fréquence spatiale est automatiquement traité et utilisé par notre système visuel pour générer des prédictions sur la catégorie de la scène en haute fréquence spatiale. Donc, on va retenir ici qu'on appelle cet effet l'effet d'interférence sémantique. Jusqu'ici, ces modèles proactifs que je vous ai présentés ont été proposés sur la catégorisation de petites images en vision centrale, c'est-à-dire sur le traitement rapide des basses fréquences spatiales en vision centrale. Or, ce qu'on sait actuellement du système visuel, le traitement des fréquences spatiales n'est pas homogène sur la rétine. Effectivement, au centre de la rétine, on retrouve une majorité de cellules parvocellulaires sensibles aux hautes fréquences spatiales. Et plus on s'éloigne en périphérie de la rétine, plus on retrouve une majorité de cellules magnocellulaires sensibles aux basses fréquences spatiales. On va retenir ici
que les basses fréquences spatiales sont majoritairement extraites en vision périphérique. Donc, dans ma thèse, on peut se demander le rôle de la vision périphérique, premièrement, dans la catégorisation de scènes et deuxièmement, dans la génération de prédictions. Concernant d'abord le rôle de la vision périphérique dans la catégorisation de scènes, des travaux ont montré que l'information qui était disponible en vision périphérique était plus utile que l'information disponible en vision centrale pour catégoriser très rapidement des scènes. Donc, par exemple, Larsen et Loschke ont utilisé un paradigme fenêtre-escotome comme ceci, dans lequel les participants pouvaient voir soit la partie centrale de la scène dans une condition fenêtre, soit la partie périphérique de la scène dans une condition scotome. Donc, les auteurs ici faisaient varier la taille de la fenêtre et du scotome, la taille angulaire, et les résultats ont montré que les participants avaient de meilleures performances de catégorisation pour catégoriser la scène lorsque seule l'information en vision périphérique était disponible que lorsque seule l'information en vision centrale était disponible. Et en plus de ça, ces performances observées en vision périphérique étaient proches des performances observées lors de la catégorisation de la scène entière. Ces résultats suggèrent donc ici que la vision périphérique, qui est de faible résolution spatiale, est plus utile que la vision centrale, qui est de haute résolution, pour catégoriser très rapidement des scènes. Ces résultats ont alors amené Alexia Roussy-Villon, lors de sa thèse, à proposer un modèle fréquentiel prédictif qui inclut la vision périphérique, qu'on appellera modèle FP-péri. Dans ce modèle, on considère les différences de traitement qui existent entre la vision centrale et la vision périphérique. Donc, dans un premier temps, c'est le traitement rapide d'une information grossière globale en basse fréquence spatiale qui est extraite majoritairement en vision périphérique, qui va permettre de former des prédictions, bien que ces prédictions soient aussi possibles en vision centrale. Et dans un deuxième temps, ces prédictions vont guider le traitement plus lent des informations en haute fréquence spatiale qui sont extraites majoritairement en vision centrale. Mes travaux de thèse ont alors été l'occasion d'approfondir ce modèle en abordant de nouvelles questions. Une des premières questions a été d'étudier comment les basses fréquences spatiales guident l'analyse des hautes fréquences spatiales, c'est-à-dire des détails, en vision périphérique, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc, pour répondre à cette question, on a mené plusieurs expériences comportementales dans une première partie empirique. Je vais vous présenter ici seulement l'expérience 3, qui considère les biais méthodologiques soulevés dans les deux premières expériences. Comme dans les travaux de Kaufman et collaborateurs, nous avons utilisé des images hybrides. Nous avons manipulé la congruence sémantique entre les deux scènes d'une image hybride. Donc, soit les scènes pouvaient partager, étaient sémantiquement congruentes, elles avaient la même catégorie sémantique, donc par exemple deux scènes de nature ou deux scènes de ville, soit elles ne partageaient pas la même catégorie sémantique, par exemple une scène de nature combinée à une scène de ville. Cette manipulation avait pour objectif ici de tester notre effet d'interférence sémantique. Et on a également manipulé la similarité physique entre les deux scènes d'une image hybride. C'est-à-dire que les deux scènes pouvaient soit partager les mêmes propriétés physiques, comme ici, c'est-à-dire qu'elles se superposaient spatialement pixel par pixel, ou alors elles ne partageaient pas les mêmes propriétés physiques, comme ici, donc elles ne se superposaient pas spatialement. Cette manipulation ici avait pour objectif d'étudier si l'information physique contribue, comme l'information sémantique, à nos effets d'interférence. Tous les participants passaient 2 sessions expérimentales successives. Je ne vous présenterai pas la session 1 en détail, mais on présentait aux participants les scènes filtrées en basse fréquence spatiale et en haute fréquence spatiale qui nous ont servi à construire les images hybrides. Cette session avait pour objectif de s'assurer que les participants arrivaient à voir les scènes filtrées en dehors des images hybrides. Les résultats ont d'ailleurs montré d'excellentes performances de catégorisation dans cette session. Dans la session 2, les participants devaient catégoriser les images hybrides qui étaient présentées soit en vision centrale, soit en vision périphérique, donc aléatoirement dans le champ visuel droit ou dans le champ visuel gauche. La moitié des participants devaient catégoriser la scène en haute fréquence spatiale tout en ignorant la scène en basse fréquence spatiale. Et on a ajouté une condition contrôle inverse dans laquelle l'autre moitié des participants
devait catégoriser la scène en basse fréquence spatiale et ignorer la scène en haute fréquence spatiale. Tous les participants ici devaient décider si la scène à catégoriser était plutôt une scène naturelle ou artificielle. Par rapport à ce que je vous ai présenté en introduction, on avait l'hypothèse générale que, quel que soit le champ visuel de présentation, catégoriser une scène en basse fréquence spatiale de l'image hybride, c'est plus rapide que de catégoriser une scène en haute fréquence spatiale de l'image hybride. Ensuite, on avait des hypothèses spécifiques concernant le rôle de la vision périphérique. Donc d'abord, sur la base de l'hypothèse générale qu'on utilise les basses fréquences spatiales majoritairement extraites en vision périphérique pour générer des prédictions, on s'attendait à ce que les basses fréquences spatiales interfèrent sur la scène à catégoriser en haute fréquence spatiale, et ce plus fortement en vision périphérique qu'en vision centrale. À l'inverse, concernant la condition de contrôle, nous pensions qu'il serait difficile pour les participants d'ignorer totalement les informations détaillées en haute fréquence spatiale au seul profit des informations en basse fréquence spatiale. On s'attendait donc aussi à une interférence des hautes fréquences spatiales sur la scène à catégoriser en basse fréquence spatiale, mais qui soit plus forte ici en vision centrale, d'où sont extraites les hautes fréquences spatiales, qu'en vision périphérique. Enfin, sur la base des précédents travaux qui ont montré que les effets d'interférence sémantique étaient renforcés par la similarité physique, on s'attendait à ce que nos effets d'interférence sémantique soient plus forts lorsque les deux scènes d'une image hybride partagent les mêmes propriétés physiques que lorsqu'elles ne les partagent pas. Concernant les résultats de la session 2, nous avons ici un graphique des temps de réponse corrects moyens, puisque c'est sur cette mesure que nous avons observé le résultat significatif. Nous avons la scène à catégoriser en basse fréquence ou en haute fréquence en fonction de son champ visuel de présentation, central ou périphérique, et de la congruence sémantique. Nous avons bien observé que de catégoriser la scène en basse fréquence spatiale de l'image hybride, c'est en général plus rapide que de catégoriser la scène en haute fréquence spatiale de l'image hybride. Concernant notre deuxième hypothèse, nous avons ici les pourcentages d'erreurs moyens, mais nous avons observé les mêmes résultats sur les temps de réponse également. Nous avons observé, comme attendu, un effet d'interférence sémantique de la scène à ignorer en basse fréquence spatiale sur la scène à catégoriser en haute fréquence spatiale, qui était plus forte en vision périphérique qu'en vision centrale. Et on a aussi observé, comme attendu, un effet d'interférence sémantique de la scène à ignorer en haute fréquence spatiale, sur la scène à catégoriser en basse fréquence spatiale, qui était plus forte en vision centrale, cette fois-ci, qu'en vision périphérique. Enfin, concernant notre dernière hypothèse sur la similarité physique, nous avons bien observé que nos effets d'interférence sémantique étaient renforcés, étaient plus forts avec la similarité physique. Mais on a observé cet effet uniquement lorsque les participants catégorisaient la scène en basse fréquence spatiale de l'image hybride. Pour conclure, cette expérience permet de montrer que le système visuel utilise très rapidement les basses fréquences spatiales qui sont disponibles à la fois en vision centrale et en vision périphérique pour générer des prédictions sur les hautes fréquences spatiales, et ce, surtout en vision périphérique. Par ailleurs, on a observé que la catégorisation scène en basse fréquence spatiale, même si elle est plus rapide que celle en haute fréquence spatiale, subit la très forte interférence de la scène en haute fréquence spatiale. Surtout quand les deux scènes partagent les mêmes propriétés physiques, comme par exemple ici. Donc nous pensions que cet effet est en fait la conséquence de notre choix des stimuli. Effectivement, les images hybrides, comme vous pouvez le voir ici, sont des stimuli extrêmement complexes à reconnaître, à catégoriser. Par exemple, ici, c'est difficile de distinguer deux scènes parmi une seule même scène, et ce, surtout quand elles partagent les mêmes propriétés physiques. En fait, reconnaître ces stimuli pourrait imposer au système visuel une analyse minutieuse de l'information visuelle qui est plutôt basée sur les hautes fréquences spatiales, et donc ça augmenterait l'interférence des hautes fréquences spatiales. Dans les parties empiriques 2 et 3 de ma thèse, on a donc décidé d'abandonner complètement les images hybrides afin d'exploiter les propriétés naturelles du système visuel. On a souhaité plus précisément
tester directement l'interférence des basses fréquences spatiales, mais qui sont disponibles naturellement en vision périphérique sur la catégorisation de la scène, sur la catégorisation des hautes fréquences spatiales, du traitement des hautes fréquences spatiales, qui sont disponibles naturellement en vision centrale. Mais ce nouveau paradigme a d'abord nécessité de vérifier si la vision périphérique est réellement plus efficace que la vision centrale lors de la catégorisation rapide de scènes. Donc, on a d'abord testé cette problématique dans la partie empirique 2 de ma thèse. Je vais vous présenter ici uniquement les expériences 6 et 7, ici, qui considèrent les biais méthodologiques soulevés dans les expériences 4 et 5. En s'inspirant des travaux de Larson et Loschki, nous avons utilisé de très grandes photographies de scènes, à partir desquelles nous avons construit un disque central et 4 anneaux circulaires, comme ici, qui révélaient différentes excentricités. Et on s'est demandé si les résultats de Larson et Loschki n'étaient pas dus au fait qu'il n'y avait rien en vision centrale, pas nécessairement d'informations sémantiques. Par exemple, ici, nous avons un exemple de leur stimulus. On voit qu'en vision centrale, c'est une photo de sable. Donc, ce n'est pas une information sémantique qui est pertinente pour la catégorisation. Donc, nous, on a explicitement testé la présence ou non d'informations sémantiques présentes au centre de nos scènes. On a donc construit des stimuli pour lesquels il y avait soit un objet sémantiquement pertinent à la catégorie de la scène, par exemple des bouteilles pour une scène d'intérieur, ou alors une maison pour une scène d'extérieur. Et nous avions construit des scènes pour lesquelles il n'y avait aucun objet sémantique pertinent au centre. Par exemple, ça peut être un mur ou du ciel, comme ici. Et à l'inverse des travaux de Larson et Loschki, nous avons contrôlé le facteur de magnification corticale, c'est-à-dire que les informations visuelles qui proviennent du champ visuel central sont au fait surreprésentées au niveau cortical. C'est bien par rapport au champ visuel périphérique, bien sûr. C'est bien que la portion foveale de la rétine, qui représente seulement 1% de la surface totale de la rétine, est représentée en fait sur 50% dans le cortex visuel primaire. Donc pour compenser cette déformation, il est primordial et nécessaire d'avoir une plus grande surface visuelle disponible en vision périphérique, en vision centrale. Donc voici un exemple des stimuli que nous avons utilisés, qui étaient présentés en grand, donc sur un grand écran, le disque central jusqu'à l'anneau 4. Nous avons donc manipulé l'excentricité des stimuli, la présence d'un objet central et aussi le temps de présentation des stimuli. Ils étaient présentés soit pendant 33 millisecondes, soit pendant 100 millisecondes. Et les participants passaient tous 2 sessions expérimentales successives. Donc, dans la première session, ils devaient catégoriser les scènes présentées entièrement. Et dans la deuxième session, ils devaient catégoriser les stimuli présentés individuellement et aléatoirement, donc le disque central et les 4 anneaux. Tous les participants devaient décider si la scène à catégoriser était plutôt une scène d'intérieur ou d'extérieur. Dans cette expérience, on s'attendait à une amélioration des performances de catégorisation à mesure que l'information était disponible en vision périphérique, et même lorsqu'il y avait un objet en vision centrale qui pouvait aider à la catégorisation. Et sur la base du traitement rapide des basses fréquences spatiales, nous nous attendions à ce que l'avantage de la vision périphérique soit plus important avec un temps de présentation court que long. Pour les résultats, on va se concentrer ici sur les pourcentages d'erreurs moyens, mais nous avons observé les mêmes résultats sur les temps de réponse. Nous avons en abscisse la catégorisation de la scène entière et des stimuli individuels, donc le disque central et les 4 anneaux, en fonction de la présence ou de l'absence d'un objet en vision centrale. Nous avons observé, comme attendu, que les performances de catégorisation, elles s'amélioraient à mesure que l'information visuelle était disponible en vision périphérique, et même lorsqu'il y avait un objet en vision centrale qui pouvait aider à la catégorisation. Nous avons également observé que les performances de catégorisation obtenues en vision périphérique, dans l'anneau 1, 2 et 3, ne différaient pas des performances obtenues lors de la catégorisation de la scène entière. Il semblerait donc qu'au-delà de cette zone, la catégorisation n'est plus optimale. Ici, nous avons les mêmes graphiques, mais en fonction du temps de présentation des stimuli.
donc soit pendant 33 millisecondes, soit présenté pendant 100 millisecondes. On n'a pas observé de différence significative entre les temps de présentation, c'est-à-dire que peu importe le temps de présentation, les informations en vision, il y avait un avantage des informations en vision périphérique. Pour conclure sur cette expérience, comme Larson et Loschke, nous avons observé un avantage de la vision périphérique par rapport à la vision centrale, et cet effet n'était pas dû à l'absence d'un objet présent en vision centrale. Donc, dans la continuité de cette expérience, on s'est demandé si l'analyse rapide des informations qui sont disponibles en vision périphérique pourrait permettre une première catégorisation qui serait validée ou pas par l'analyse des informations présentes en vision centrale. Autrement dit, on se demande, est-ce que la catégorisation scène suit un traitement préférentiel periphéral to central? On a donc assemblé nos stimuli individuels en séquences dynamiques afin d'imposer une analyse visuelle qui va soit de la vision centrale vers la vision périphérique dans des séquences central to peripheral, soit de la vision périphérique vers la vision centrale, donc dans des séquences peripheral to central. Chaque séquence ici était présentée pendant 165 millisecondes ou pendant 500 millisecondes, et les participants devaient catégoriser les séquences, les scènes, comme étant soit une scène d'intérieur, soit une scène d'extérieur. Donc voici un exemple des séquences que nous avons utilisées, soit central to peripheral, ou peripheral to central, l'inverse. Nous nous attendions ici toujours à un avantage de la vision périphérique, c'est-à-dire à un avantage des séquences peripheral to central par rapport aux séquences central to peripheral, même avec la présence d'un objet en vision centrale et dans les deux temps de présentation. De plus, l'avantage des séquences peripheral to central devrait être plus important avec un temps de présentation court que long. Pour les résultats, on va se concentrer ici seulement sur les temps de réponse, puisque c'est sur cette mesure que nous avons observé des résultats significatifs. Nous avons les temps de réponse en fonction de la durée de présentation des séquences, ici, du type de séquence en abscisse et de la présence, toujours, d'un objet en vision centrale ou pas. De façon générale, on a observé de meilleures performances de catégorisation des séquences peripheral to central par rapport aux séquences central to peripheral. Par contre, contre toute attente, l'avantage des séquences peripheral to central était en fait plus grand pour des temps de présentation longs que courts. Donc ce résultat suggère en fait que les informations qui sont disponibles en vision centrale ne seraient même pas utilisées pour la catégorisation. Il est possible que les informations en vision périphérique, donc présentées dans le premier anneau périphérique pendant 100 millisecondes, ce soit seulement ces informations qui soient utilisées. Pour conclure sur cette expérience, elle démontre la plus grande utilité et efficacité de la vision périphérique lors de la catégorisation de scènes, et ce malgré l'objet central et la faible acuité qui est inhérente à la vision périphérique. Et plus précisément, l'avantage de la vision périphérique serait contenu dans cette zone de vision périphérique qui est optimale. Donc, grâce à cette dernière expérience, on a désormais nos stimuli pour tester l'interférence de la vision périphérique sur la vision centrale, qui est l'objectif de notre troisième partie empirique, de ma troisième partie empirique de ma thèse. On a plus précisément réutilisé le disque central et l'anneau 3 des expériences que je viens de vous présenter. On a choisi l'anneau 3 puisqu'on hésitait entre l'anneau 3 et 4 qui stimulent bien la vision périphérique, mais on a choisi celui qui a mené à de meilleures performances, c'était donc l'anneau 3. Et nous avons assemblé ces stimuli afin de créer un seul même stimulus pour tester l'interférence de la vision périphérique sur la vision centrale, mais aussi l'inverse de la vision centrale sur la vision périphérique. Les stimuli étaient présentés en très grand sur un écran. Et dans cette expérience, les participants réalisaient 2 sessions. Dans une session, les participants devaient catégoriser le disque central et ignorer l'anneau périphérique. Et dans une autre session, ils devaient catégoriser cette fois-ci l'anneau périphérique et ignorer le disque central. Donc tous les participants avaient pour consigne de bien fixer le centre et nous avons contrôlé les mouvements oculaires.
Nous avons bien sûr manipulé la congruence sémantique entre les deux scènes d'une image hybride afin de tester l'effet d'interférence sémantique. Donc les deux scènes pouvaient soit appartenir à la même catégorie sémantique, par exemple deux scènes d'intérieur ou deux scènes d'extérieur, soit elles n'appartenaient pas à la même catégorie sémantique, par exemple une scène d'intérieur combinée à une scène d'extérieur. Nous nous attendions ici à un effet d'interférence sémantique. Et dans le cadre du modèle FP-Péri, on s'attendait à ce que l'effet d'interférence sémantique de la vision périphérique sur la vision centrale soit plus fort que l'inverse, que celui de la vision centrale sur la vision périphérique. Pour les résultats, on va se concentrer ici sur les pourcentages d'erreurs, mais nous avons encore une fois observé les mêmes résultats sur notre deuxième mesure, les temps de réponse. Nous avons en abscisse la scène à catégoriser, centrale ou périphérique, en fonction de la congruence sémantique. Comme attendu, nous avons observé un effet d'interférence sémantique. Par contre, cet effet d'interférence sémantique, il ne différait pas selon la scène à catégoriser centrale ou périphérique. Donc, pour conclure sur cette expérience, elle montre une influence qui est réciproque entre la vision centrale et la vision périphérique pour catégoriser très rapidement des scènes. Mais aussi, surtout, que les informations qui sont disponibles en vision centrale ne peuvent pas être ignorées, c'est contre nature, donc elles interfèrent forcément avec la vision périphérique. Et en plus de ça, notre consigne forçait les participants à fixer le centre, ce qui empêchait une attention distribuée dans tout le champ visuel. Quoi qu'il en soit, ce qui est important de retenir ici, c'est que la vision périphérique qui doit être ignorée va quand même interférer sur les traitements réalisés en vision centrale. Dans le cadre du modèle FP-Péri, on s'est alors demandé quelles étaient les caractéristiques physiques disponibles en vision périphérique qui vont réellement influencer les traitements réalisés en vision centrale. Pour cela, pour tester cette nouvelle problématique, on a mené une nouvelle expérience dans laquelle on a réutilisé exactement le même paradigme expérimental que précédemment, mais les participants devaient cette fois-ci seulement catégoriser le disque central et ignorer l'anneau périphérique. Et nous avons aussi manipulé l'information sémantique présente dans l'anneau périphérique. Nous avions une première condition dans laquelle les informations physiques dans l'anneau périphérique étaient intactes, comme dans l'expérience précédente. Dans une autre condition, nous avons conservé uniquement les informations contenues dans le spectre de phase, c'est-à-dire la configuration spatiale de l'image. Donc voici plus précisément à quoi ressemble un anneau périphérique dont le spectre de phase a été préservé. Et dans une dernière condition, nous avons préservé cette fois-ci uniquement les informations contenues dans le spectre d'amplitude, c'est-à-dire la distribution du contraste en fonction des orientations et des fréquences spatiales. Donc voici à quoi ressemble plus précisément un anneau dont le spectre d'amplitude a été préservé. Nous nous attendions une nouvelle fois à un effet d'interférence sémantique dans la condition où l'anneau périphérique était intact. Par ailleurs, si les informations qui sont contenues dans le spectre de phase sont utilisées pour générer des prédictions en vision périphérique, alors on devrait observer un effet d'interférence dans la condition phase. Autrement, si ce sont les informations contenues dans le spectre d'amplitude qui sont utilisées pour générer des prédictions, alors on devrait observer un effet d'interférence dans la condition amplitude. Pour les résultats, on va se concentrer ici sur les temps de réponse, puisque c'est sur cette mesure que nous avons observé les résultats significatifs. Nous avons en abscisse l'information physique présente dans l'anneau périphérique, qui était soit intacte, soit préservée en phase ou en amplitude, en fonction de la congruence sémantique ici. Comme dans l'expérience précédente, on réplique l'effet d'interférence sémantique dans la condition intacte. Et ce qui est intéressant ici, dans cette expérience, c'est que l'effet d'interférence était significatif lorsque seule l'information de phase était préservée, mais pas lorsque l'information d'amplitude était préservée. Donc, pour conclure sur cette expérience, elle montre que la vision périphérique, même si elle doit être ignorée,
et qui est de faible résolution spatiale, elle est automatiquement traitée par notre système visuel et elle va interférer avec les traitements réalisés en vision centrale. Donc jusqu'ici, ces résultats soutiennent le modèle FP-Péri. Et ce qu'on montre ici en plus, c'est que les prédictions seraient basées sur les informations, sur la configuration spatiale de la scène contenue dans le spectre de phase. L'ensemble de ces expériences que je viens de vous présenter ont été menées auprès de participants avec une vision normale. Mais un moyen de comprendre vraiment comment s'organisent ces prédictions en vision périphérique, c'est de voir justement ce qui se passe quand on perd la vision périphérique. Comment ces prédictions vont s'organiser quand on perd la vision périphérique. C'est cette question que nous nous sommes posée dans la dernière partie empirique de ma thèse, qui s'adresse à une population de patients atteints d'un glaucome. Le glaucome est une maladie ophtalmologique qui détruit progressivement les cellules ganglionnaires de la rétine et du nerf optique et qui impacte principalement la vision périphérique. La perte de vision périphérique se manifeste par différents scotomes dans différents endroits du champ visuel, notamment périphérique. C'est pour ça que le glaucome représente un bon modèle pathologique dans l'étude du rôle de la vision périphérique. Les pertes de champ visuel des patients sont couramment évaluées avec la périmétrie statique automatisée, qui est un examen qui consiste à détecter plusieurs points lumineux dans tout le champ visuel. Et cet examen, il va permettre de cartographier les scotomes, comme ici en noir, et il permet aussi de calculer un indice de déviation moyenne, appelé indice MD, qui permet de quantifier la sévérité de la maladie. Par exemple, ici, l'indice MD indique une atteinte sévère. Nous avons ici mené une expérience auprès de patients atteints d'un glaucome en collaboration avec le CHU de Lille. Nous avons recruté ici 12 participants contrôle, c'est-à-dire sans atteinte périmétrique. Donc, depuis que j'ai rendu le manuscrit, j'ai plus de participants contrôle puisque j'ai pu clore l'expérience et ajouter de nouveaux participants. Je vais donc vous présenter les nouveaux résultats qui diffèrent un petit peu du manuscrit. Et nous avons 19 patients atteints d'un glaucome que nous avons divisés en deux groupes. Nous avons créé un groupe de patients dits précoces, donc avec une atteinte précoce, qui avait un déficit supérieur à moins 6 décibels. Et nous avions un groupe de patients avec une atteinte avancée, qui avait un déficit inférieur à moins 6 décibels. Dans cette expérience, nous avons réutilisé les images hybrides de la première expérience que je vous ai présentée, mais nous avons cette fois-ci sélectionné uniquement les images hybrides qui étaient physiquement dissimilaires afin d'éviter de trop grandes difficultés de catégorisation pour ces patients. Dans une première session, les participants devaient catégoriser les scènes filtrées en basse fréquence spatiale et en haute fréquence spatiale qui nous ont servi à construire les images hybrides. Et dans une deuxième session, les participants devaient catégoriser la scène en haute fréquence spatiale de l'image hybride et ignorer la scène en basse fréquence spatiale. Tous les stimuli étaient présentés ici en vision centrale, donc dans la vision centrale qui était préservée des patients. Comme cette tâche est difficile, on a privilégié un mode de réponse go-no-go. C'est-à-dire que la moitié des participants devaient appuyer sur la touche espace du clavier lorsque la scène était naturelle et ils ne devaient rien faire lorsqu'elle était artificielle, et l'autre moitié devait faire l'inverse. Au stade précoce, quelques travaux suggèrent une atteinte spécifique de la voie magnocellulaire dans le glaucome. Dans la session 1, on s'attendait donc à ce que le glaucome impacte le traitement des basses fréquences spatiales au stade précoce, surtout au stade précoce. Et dans le cadre du modèle FP-Péri, toujours, on s'attendait à un dysfonctionnement des mécanismes prédictifs à cause de la perte de la vision périphérique, qui se traduirait par une diminution de l'effet d'interférence sémantique des basses fréquences spatiales sur les hautes fréquences spatiales par rapport aux participants contrôle. Et cette diminution serait plus importante avec l'avancée de la maladie, donc au stade avancé, au stade précoce. Concernant les résultats, on va se concentrer ici sur les pourcentages d'erreurs moyens et sur l'indice de sensibilité des primes. Donc l'indice de sensibilité est un indice qui est utilisé par la théorie de la détection du signal, qui permet d'estimer les capacités sensorielles des participants à identifier la catégorie d'une scène visuelle. Donc cet indice, il combine le taux de détection correct
donc le nombre de fois que le participant a appuyé et qu'il devait appuyer, et le taux de fausse d'alarme, donc le nombre de fois que le participant a appuyé et qu'il ne devait pas. Nous avons en abscisse les trois groupes, donc le groupe contrôle et les deux groupes de patients, précoces et avancés, en fonction de la fréquence spatiale de la scène à catégoriser. Donc, dans la session 1, nous avons observé un déficit du traitement des fréquences spatiales des patients avancés par rapport aux patients précoces et aux participants contrôle. Et ce déficit était plus marqué pour les hautes fréquences spatiales au stade avancé qu'au stade précoce. Concernant les résultats de la section 2, nous avons les mêmes graphiques, mais en fonction de la congruence sémantique ici. Par rapport aux résultats du manuscrit, on observe un premier résultat important. Quand on compare chaque groupe de patients au groupe contrôle, donc l'effet d'interférence sémantique de chaque groupe de patients, à celui du groupe contrôle, on observe que l'effet d'interférence du groupe précoce était bien plus important que celui du groupe contrôle, ce qui n'est pas le cas pour le groupe avancé. Et un deuxième résultat important, on observe que l'effet d'interférence est corrélé à l'indice MD de chaque patient. C'est-à-dire que le très fort effet d'interférence sémantique qu'on a observé au stade précoce, eh bien, il va diminuer avec l'avancée de la maladie. Et les prédictions ne fonctionneraient plus. Pour conclure sur cette expérience, nos résultats montrent que la seule perte de vision périphérique suffit à impacter les traitements réalisés en vision centrale. L'effet d'interférence, qui est énorme au début de maladie, qui est un résultat très étonnant, suggère en fait un mécanisme compensatoire mis en place par ces patients. Donc, c'est possible qu'au début de la maladie, les patients, donc au stade précoce, aient utilisé ce mécanisme compensatoire pour compenser leur déficit. Ils aient pu utiliser les basses fréquences spatiales qui sont disponibles dans leur vision centrale préservée, surutiliser ces basses fréquences spatiales afin de compenser leur déficit. Et ce mécanisme compensatoire disparaîtrait avec l'avancée de la maladie. Ainsi, en montrant que la perte de vision périphérique peut moduler les effets d'interférence sémantique en vision centrale qui est censée être intacte, notre expérience suggère le rôle primordial que joue la vision périphérique dans la génération de prédictions en conditions normales. L'ensemble de mes travaux de recherche permettent d'apporter des éléments complémentaires au modèle FPPI. Notamment, on a montré deux résultats clés à retenir. Le premier résultat, nous avons montré le rôle primordial de la vision périphérique pour catégoriser très rapidement des scènes. Et deuxièmement, nous avons montré son rôle prédictif dans la génération de prédictions pour guider l'analyse des détails en vision centrale. Ce deuxième point a pu notamment être montré grâce à l'observation des comportements en vision normale et en conditions en vision pathologique dans le glaucome. En vision normale, nous avons notamment montré l'interférence de la vision périphérique sur la vision centrale. Et nous avons montré que seule la configuration spatiale de la scène en vision périphérique suffit à déclencher des prédictions sur la vision centrale. Et c'est cette deuxième expérience en conditions pathologiques qui nous a permis de montrer le rôle primordial de la vision périphérique dans la génération de prédictions en montrant que la seule perte de vision périphérique peut impacter les traitements réalisés en vision centrale. Par ailleurs, nos résultats permettent de proposer une extension au modèle FPPI, notamment grâce aux résultats que nous avons observés dans la première expérience où nous avons utilisé des images hybrides. Nous avons notamment observé que la scène en haute fréquence spatiale en vision périphérique subit la très forte interférence de la scène en basse fréquence spatiale. Il se pourrait en fait que le traitement rapide des informations en vision périphérique soit alors utilisé pour générer des prédictions, comme nous l'avons vu, mais sur des détails et des objets présents aussi en vision périphérique. Nous postulons alors ici que ces prédictions pourraient en fait être utilisées pour guider les mouvements oculaires afin d'amener la vision centrale sur les objets et détails pertinents lors de la prochaine fixation. Nous proposons alors ici un modèle qui inclut un mécanisme de guidage des mouvements oculaires qui est initié par le traitement rapide des basses fréquences spatiales en vision périphérique. Par exemple, ici, on a une image de la vie quotidienne, un bureau, tel que perçu par le système visuel humain en termes de résolution spatiale.
Si je fixe le clavier, qui correspond à ma vision centrale, ce que je vois en vision périphérique est alors perçu par mon système visuel humain comme flou. Donc les détails, comme par exemple mes lunettes, sont perçus flous par mon système visuel. Si je cherche les lunettes, le traitement rapide des basses fréquences spatiales en vision périphérique va permettre de générer suffisamment de prédictions sur les petits objets et détails présents en vision périphérique, donc ici par exemple mes lunettes. Et ces prédictions vont ensuite servir à déclencher une saccade oculaire vers l'élément, le détail qui m'intéresse, pour une analyse détaillée, plus détaillée, donc ici mes lunettes. Pour conclure sur l'ensemble de mes travaux de thèse, cette extension du modèle FP-Perry ouvre de nouvelles perspectives de recherche dans l'étude des mouvements oculaires qui s'ajoutent aux nombreuses perspectives cliniques dans ce domaine. Je vous remercie pour votre attention.